Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission. Grand défi. Grand défi. Aujourd'hui, nous allons évoquer les défis des eaux en République démocratique du Congo. Et vous vous rappelez que du 11 au 13 juin dernier, les scientifiques, les chercheurs, les bailleurs de fonds, les partenaires étaient ensemble au centre culturel, je crois, ou à l'INA, pour réfléchir sur la gestion des eaux, la gestion durable, la gestion efficace et efficiente des eaux qui regorge la République démocratique du Congo. Alors nous avons approché Madame la professeure Patience Ngelingoto qui a participé activement à ces assises et qui est directeur du Centre de recherche en eau et environnement. Et donc je pense qu'elle est bien disposée à pouvoir nous dire tout autour de ce forum qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a innové, qu'est-ce qui a été retenu, et donc que faire après pour que ce qui a été dit au cours du forum soit en tout cas mis en pratique. Madame professeure, bonjour. Bonjour, monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, volontiers. Première question. Vous avez participé activement au forum du bassin du Congo, deuxième édition, je crois, comme professeur d'université, mais surtout comme directeur du Centre de recherche en eau et environnement. Pouvez-vous nous en donner les mobiles? Pourquoi on a organisé ce forum? Voilà, les forums, la deuxième édition du Forum du bassin du Congo s'est tenu ici à Kinshasa. C'était un forum international. Okay. On a eu plus d'une vingtaine de pays venant et de l'Europe, d'Amérique, d'Asie. Donc c'était vraiment, et beaucoup de pays aussi d'Afrique qui faisaient partie du groupe. Donc c'était un forum international sur les bassins du Congo. Et la thématique, c'était libérer les potentiels des ressources en eau pour un développement durable. Voilà, donc c'est autour de ces thèmes que les scientifiques ont eu à réfléchir. Les mobiles, je pourrais dire tout simplement, il y a au moins 3 bassins connus par rapport à leur contribution dans les climats. Il y a les bassins d'Amazonie qui est parmi les premiers. Mais de tous ces bassins, c'est le bassin du Congo qui est le moins étudié. Okay. Il y avait un scientifique qui a, qui a donné des statistiques par rapport aux publications. Quand on compare les publications du bassin d'Amazonie et les publications du bassin du Congo, on a un rapport de 4 sur 1. C'est-à-dire, si on trouve 4 publications pour l'Amazonie, pour le Congo, le bassin du Congo ne trouve qu'une seule publication. Donc ça veut dire que c'est un bassin très peu étudié, mais et pourtant, sa contribution n'est pas la moindre par rapport à l'effort, à la résilience et comment contenir les problèmes climatiques que nous avons. C'est pour cela le centre de recherche CREBA régional en eau CREBAC et l'université de Kinshasa ont piloté cette deuxième édition en associant bien sûr tous les autres partenaires qui travaillent dans le secteur de l'eau. Et donc, lorsque nous revenons sur les sujets, libérer les potentiels en eau, ça veut dire que vous, les scientifiques, vous devez libérer ou bien expliquer ou dire tout ce qu'il y a comme potentialité des eaux du bassin du Congo, des richesses du bassin du Congo, ou bien... Oui, c'était un peu de tout. Quand on parle de libérer les potentiels, la première appréhension, on ne comprend pas très bien que la ressource en eau, c'est une ressource capitale. D'ailleurs,
il y a une expression qui dit « l'eau c'est la vie ». En d'autres termes, sans eau, il n'y a pas de vie. Donc c'est pour dire que l'eau a une place de choix dans la vie. Et comme elle a une place de choix par rapport à la vie, si nous prenons entre guillemets la vie au sens où l'homme respire ou les animaux respirent, mais dans le sens élargi, l'eau a beaucoup de potentiel pour le fonctionnement et le développement de nos pays. Or, le bassin du Congo, comme vous le savez, regorge plus de 9 pays. Il y a des pays membres, il y a des pays observateurs, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de pays qui font partie. Et de tous ces pays, c'est la RDC qui a presque la moitié des eaux du bassin. Donc, c'était tout à fait normal que ce forum soit organisé au Congo-Kinshasa pour que nous-mêmes, d'abord, les Congolais de la République démocratique du Congo, nous puissions comprendre les enjeux par rapport à ces eaux que nous avons. Ça peut être le moteur de développement de notre pays. Ça peut. Oui. Et pourquoi ça ne l'est pas aujourd'hui? C'est parce que tout simplement, on n'a pas encore bien libéré compris les potentiels. Voilà, les enjeux. On n'a pas encore libéré les potentiels. Et peut-être avec le temps, on va en parler. Il y a eu plusieurs sous-thèmes qu'on a développés. Par exemple, on a parlé de la thématique, sous-thématique transition énergétique. Aujourd'hui, on est en train de prôner les énergies vertes, les énergies renouvelables. Et vous serez surpris que je puisse vous dire, l'hydroénergie, c'est la meilleure des énergies renouvelables. Or, la République démocratique du Congo est en position, avec ses ressources en eau, de développer ces secteurs d'énergie qui, si aujourd'hui on les développe suffisamment, nous aurons assez d'énergie pour nos pays, pour notre pays d'abord. Et ça, j'ouvre une parenthèse, avec tout ce que nous avons comme ressources, notre pays a moins de 15% de couverts énergétiques. Vraiment. Et pourtant, l'hydroélectricité, comme je venais de parler dernièrement au Sénat, il parlait de 28% des couvertures ou des dessertes. Même si on allait à 28%, c'est toujours moindre par rapport au potentiel que nous avons. Donc, si nous nous investissons dans les potentiels sur les transitions, la transition énergétique, nous aurons des villages éclairés, nous aurons assez d'énergie pour vendre dans d'autres pays. Alors, lorsqu'on parle de la transition énergétique, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Bon, évidemment, c'est une thématique... On transite, on quitte d'où, on va où On connaît, on a plus utilisé des énergies fossiles. C'est-à-dire des énergies avec comme base les pétroles. Et aujourd'hui, tout le monde est unanime que c'est suite à l'utilisation des énergies fossiles qu'on a ces problèmes de réchauffement climatique. Alors, on est en train de chercher à réduire suffisamment l'utilisation des énergies fossiles pour utiliser l'énergie renouvelable ou les énergies vertes. Et comme je venais de le dire, l'énergie hydroélectrique, c'est qui passe par l'eau. Qui passe par l'eau. Comme les barrages d'Inga. Comme les barrages d'Inga. Et Kinshasa ou la RDC a plusieurs endroits où nous avons des rapides, où nous pouvons construire des barrages. Ou encore, même si nous sommes dans des endroits où il n'y a pas de rapides, mais on peut créer des rapides pour produire de l'électricité. Donc voilà un peu cette thématique qu'on a eu à développer. Et il y en a d'autres. On a parlé par exemple de la biodiversité et le climat. On a parlé de l'eau potable et de l'assainissement. On va en arriver. Alors je voudrais que vous puissiez un peu, lorsqu'on parle bassin du Congo, est-ce que vous pouvez un peu nous parler du bassin du Congo, de son potentiel et de ses multiples vertus? Oui, quand on parle du bassin du Congo, on fait allusion
à toute la topographie qui, ces eaux sont drainées dans le fleuve Congo. Ça, c'est vraiment une définition simple pour que les communs de mortels puissent comprendre la définition des bassins versants. Alors, les bassins du Congo a comme unité centrale, c'est le fleuve Congo. Et le fleuve Congo a plusieurs affluents, des rivières, ainsi de suite. Qui se jettent. Et ça aussi, peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas. La plupart des rivières que nous avons, par exemple à Kinshasa, ont des sources dans d'autres pays. Vous prenez beaucoup de... Que ce soit la rivière Kwilu, que ce soit la rivière Kasaï, la source c'est en Angola. Donc tous ces pays, même si la RDC a les pourcentages les plus élevés d'eau, mais ce sont des eaux que nous appelons des eaux transfrontalières parce que les sources sont ailleurs et ça vient de se jeter dans le fleuve qui traverse tous les pays et va se jeter dans l'océan Atlantique. Mais dans l'entretemps, le fleuve est nourri par des rivières qui tirent leurs sources dans d'autres pays. Les fleuves Congo, nous les partageons avec le Congo-Brazza. Il y a une partie de nos rivières où Bangui sont partagées avec la République centrafricaine. Donc tous ces pays qui partagent et la forêt, parce que quand nous parlons du bassin du Congo, il n'y a pas que l'eau, nous avons aussi la forêt du bassin du Congo. Donc tous ces pays qui partagent cette topographie qui fait recours au fleuve Congo et ses forêts, ce sont ces pays-là qui constituent ce que nous appelons les bassins du Congo. Un poumon énorme. Parce que vous savez que le fleuve Congo, c'est le deuxième fleuve après le fleuve Amazon. Donc c'est comme aussi la forêt. Évidemment. Notre forêt équatoriale. La forêt du bassin du Congo est aussi deuxième par rapport à l'Amazonie. Mais aujourd'hui, des recherches, il y a des scientifiques qui commencent à apporter des données, bon, ça reste encore à confirmer, telles que même si les bassins du Congo est deuxième du point de vue superficie, capacité d'eau, ainsi de suite, mais par rapport à la séquestration, quand on fait l'équilibre entre ce qu'on rejette dans l'atmosphère et ce que nous séquestrons, les bassins du Congo tendent maintenant à avoir de l'ascendance. Tout simplement parce que... Vous voulez parler de carbone. Tout simplement parce que au bassin d'Amazonie, on a eu à beaucoup couper du bois, des arbres. Il y a eu une forte déforestation. Et le bassin du Congo est en train de prendre un peu l'ascendance. Mais c'est pour cela qu'il faut vraiment qu'on puisse bien étudier ces bassins. Je vous ai dit, très peu de données. Et il faut maintenant de l'émulation. Et ces forums avaient aussi comme objectif créer de l'émulation auprès des scientifiques afin qu'on puisse étudier ces bassins, qu'on ait suffisamment de données. Alors, merci Madame professeure. Alors, il y a une question qui me vient. Lorsque vous avez parlé de carbone, on parle souvent des fonds carbone. Comment est-ce qu'il faut capter ces fonds? Et on parle même des milliards qui peuvent provenir des fonds carbone. Évidemment, c'est un sujet, évidemment, il y a des spécialistes dans ces domaines sur les calculs des crédits carbone. Mais ce qu'il faut retenir, les organisations des Nations Unies ont eu à développer cette thématique pour récompenser un peu ceux qui fournissent des efforts à maintenir les couverts végétaux pour sauver le climat. Vous savez, aujourd'hui, si nous parlons du réchauffement climatique, c'est suite aux gaz à effet de serre. Et parmi les gaz à effet de serre les plus répandus, où on déverse beaucoup dans l'atmosphère, c'est le CO2. Or, ce CO2 est utilisé par les plantes pour fournir, produire des glucides, des aliments, des nutriments, évidemment. D'où les plantes ou les couverts végétaux, les arbres,
constitue les moyens les plus sûrs de séquestrer ces carbones-là, ces CO2-là. Et c'est pour cela qu'on a créé les crédits carbone pour que des gens qui protègent, qui conservent leurs forêts, en d'autres termes, ils conservent ces gaz qui chauffent. D'où il faut les récompenser. Mais ceux qui les coupent libèrent ces gaz qui chauffent davantage. C'est pour cela qu'on est en train, si on est en train de promouvoir de l'énergie renouvelable, des énergies renouvelables, c'est pour réduire la production de CO2, parce que l'énergie fossile nous produit de grandes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Voilà. Alors, passons, revenons sur le forum. Le ministre de la Recherche scientifique qui a pris part à ces assises avait prononcé quelque chose d'important. Il dit qu'il y a l'impératif de pouvoir gérer d'une manière scientifique les eaux de la RDC. Qu'en pensez-vous? Oui, le ministre a tout à fait raison de dire cela. Ça part de ce que j'ai eu à introduire. Quand on n'a pas de données scientifiques sur les bassins, ou on n'en a pas assez, comment, vous avez posé la question tout à l'heure, qu'il y a des milliards dans les crédits carbone. Mais comment vous allez solliciter ces crédits si vous ne connaissez pas les potentiels que vous avez, si vous ne connaissez pas les capitales que vous avez? D'où il faut avoir des données scientifiques qui déterminent réellement quelle quantité que nous avons séquestrée afin de faire des compensations. Et là, moi, en suivant ça, je me dis, c'est une balle qu'on a lancée au CRE. Bien sûr. Votre centre, vous menez des recherches à tout moment. Et c'est vous qui pouvez facilement nous dire quelle quantité, comment vendre, parce que c'est votre domaine. Et puis, vous êtes scientifique. Mais lorsque le ministre dit encore il y a un impératif de gérer de manière scientifique, je ne sais pas à quoi il fait référence lui-même, scientifique. Vous là, vous êtes scientifique. Et d'autres acteurs qui étaient au forum. Alors, je n'ai pas... Oui, cet impératif, il y a deux volets. Il y a une sous-estimation ou des publications moindres. Je vous ai dit le nombre de publications. On n'a pas assez de données. Ça, c'est un aspect. Le deuxième volet est que les données parfois qu'on a ici dans les bassins du Congo, précisément en RDC, ce sont des données éparpillées. Là, il voulait aussi faire voir l'aspect d'une bonne gouvernance aussi des données. Moi, je suis centre de recherche en eau et environnement au ministère de la Recherche scientifique. Je mène des recherches, et vous le savez, dans le domaine des tourbières, par exemple. Aujourd'hui, on parle de crédit carbone, on fait plus allusion au crédit carbone forestier que les arbres séquestrent. Mais les tourbières, c'est aussi une partie non négligeable du carbone séquestré. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de données sur les tourbières de la forêt. Ce sont des données, comme je venais de dire, nous, par exemple, au niveau des CRE, nous avons des données. Mais des données qui sont encore au niveau des centres. Mais le ministre veut, on sait qu'on ait une manière de faire, une gouvernance vraiment claire des scientifiques. On sait que quand on a des données, c'est dans telle direction qu'il faut, il y a une organisation qui récupère des données, qui valide ces données, et après, c'est alors qu'on va chercher à vendre ou à réclamer les compensations. Donc, c'était vraiment ce n'est pas une sollicitation d'appui pour vous permettre de travailler ou des volontés politiques pouvant vraiment être manifestes du côté de la recherche dans les secteurs. Oui, ça peut être une sollicitation. Ce que je me dis partout, dans beaucoup des centres de recherche, ce sont des professeurs, ce sont des scientifiques. Mais lorsqu'il dit qu'il y a un impératif, c'est comme si ceux qui ont géré ces secteurs ne sont pas du tout scientifiques.
Non, je ne pense pas qu'il remet en cause les responsables des centres ou les centres. Mais plutôt, moi j'ai lu en ces termes l'éveil des scientifiques. Afin que s'il y avait une latence, une dormance au niveau des centres, une léthargie des données, par exemple, je dis créer à des données, on a eu à publier et on s'est limité là. Mais ce sont des données qu'on doit mettre à la disposition des ministères sectoriels qui doivent les utiliser pour réclamer ce qu'ils font. Donc, si je peux peut-être me dire, par rapport aux données des tourbières que Créa, on va verser à notre ministre ou ministère qui a parlé de l'impératif, qui lui à son tour va traiter avec son collègue du ministère de l'Environnement pour dire, voilà, et d'ailleurs c'est ça la vocation des centres, produire des données afin que ces données soient utilisées par des sectoriels. Donc l'impératif c'était, je pense, d'après ma compréhension, dans l'éveil des scientifiques, dans l'éveil des centres de recherche, pour dire que c'est une thématique qui peut aujourd'hui apporter, booster l'économie de notre pays et de tous les pays du bassin du Congo. Alors, lorsqu'il dit, le même ministre, il dit le bassin du Congo n'est pas seulement un enjeu écologique, mais c'est une question de sécurité alimentaire, et puis énergétique, et même géopolitique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ah oui, je vous ai dit tout à l'heure de l'aspect énergétique, la transition énergétique, je vais d'expliquer comment on a compris. Et quand il parle de la géopolitique... Pas de la géopolitique, sécurité alimentaire. Eh bien, vous savez, avec les ressources en eau que nous avons, nous, on ne pouvait pas vivre en fonction des saisons. Je prends l'exemple du pays de l'Égypte. C'est un pays désertique. Mais ils ont des fruits de toute saison. Tout simplement parce qu'ils exploitent ce que nous appelons l'irrigation. Dans un pays désertique. Mais nous, avec les ressources en eau que nous avons, on ne peut pas avoir des périodes où on a tel type d'aliments et d'autres non, tout simplement parce qu'il n'y a pas de pluie. À quoi servent ces eaux-là que nous avons? C'est dans ce sens-là, c'est pour cela qu'il y avait aussi une autre thématique qu'on a développée, eau et irrigation. On ne peut pas, pendant la saison sèche, se dire nous ne pouvons pas cultiver parce qu'il n'y a pas de pluie. Non. On peut faire de l'irrigation. Et surtout, quand vous prenez seulement Kinshasa, mais partout nous avons soit des ruisseaux, soit des rivières. Partout. Quand nous allons à l'intérieur dans des provinces, il y a toujours des ressources, non, des rivières, il y a des ceci. Donc on ne peut pas avoir des productions alimentaires selon les saisons. À toute saison, on peut avoir de la production. Parce que nous avons l'eau en abondance. Parce que nous avons l'eau en abondance. Mais à quand, professeur, la concrétisation de tout ça? Je me rappelle, j'avais reçu dans cette émission un professeur, paix à son âme, qui a même été devenu ministre de l'Agriculture. Et il m'avait dit, c'était un professeur économiste, il m'avait dit avec la forêt, notre forêt équatoriale, la République démocratique du Congo peut être développée et vivre pendant 30 ans sans toucher à aucune autre ressource, avec la forêt équatoriale tout simplement. Mais bon, il avait dit, c'est dans l'émission, mais voilà, les pays continuent à subir, à quémander. Pourquoi ça n'arrive pas? Aujourd'hui, voilà, on a les potentialités en eau. Mais tout ce que vous dites là, si on a ça, si on peut faire ça, à quand ça va se concrétiser? C'est une question très difficile à répondre. Je dis toujours, nous les scientifiques, nous donnons de la matière. Nous donnons des lignes, nous proposons des lignes à suivre. Mais malheureusement, nous n'avons pas de décision. C'est ça la grande peut-être barrière pour nous les scientifiques. Ce sont des propositions que nous mettons devant les décideurs. Mais vous êtes avec les décideurs.
Vous l'avez dit, les centres de recherche en eau et environnement est rattaché au ministère de la recherche scientifique. Du ministère de la et le recherche. ministre est politique. Oui. Alors, Nous disons que les ministres et politiques, nous versons de la matière. L'autre ministre de la recherche scientifique, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, c'est lui qui va prendre les données et verser au ministère sectoriel. Ouais. Par exemple, au ministère de l'Agriculture, voilà, les propositions des scientifiques sur l'irrigation. Voilà, il y a des cultures que nous pouvons rendre annuelles, au lieu d'avoir des cultures saisonnières. Lui ne peut se limiter qu'à ce niveau, mais l'exécution au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est pas lui. Donc, c'est là où je disais, donc évidemment, on peut comprendre qu'à votre niveau, comme scientifique, nous scientifiques, vous faites votre oui, travail. nous faisons notre travail. Et d'ailleurs, le forum a proposé, il y a eu à la fin des recommandations au niveau des ministères. On va en arriver, Ouais. on va en arriver. D'accord. Alors, et donc, sur le plan sécurité alimentaire, vous l'avez dit, et géopolitique alors? Oui, sur le plan géopolitique, vous savez qu'il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup d'auteurs qui écrivent que la guerre, peut-être la troisième guerre mondiale, ça sera sur l'eau. Ouais. Et quand nous parlons de la guerre sur l'eau ou la guerre de l'eau, mais ils vont viser les pays ou les continents qui a de l'eau. Qui a de l'eau. Et je me rappelle l'affaire transfèrement des eaux du fleuve vers le lac Tchad. Le lac Tchad. Où en sommes-nous d'ailleurs avec... Et il y avait même un président qui avait dit des grés ou de force, nous viendrons prendre. Voilà. Et quand quelqu'un le dit, c'est une déclaration. Il y avait 4 pays qui étaient en collision, qui étaient ensemble, qui complotaient pour pouvoir nous ravir même par force. Par force. Et ça, c'est une déclaration de guerre. Donc, c'est pour dire que l'eau a des enjeux aussi géopolitiques et sécuritaires. Donc, c'est un secteur. Le mal chez les Congolais est que, comme on a beaucoup d'eau, bon, on ne voit vraiment pas l'importance de l'eau. Mais c'est une ressource qui vaut plus que les minéraux. C'est une ressource. Sans eau, je vous ai dit, sans eau, il n'y a pas de vie. Sans eau, il n'y aura pas de forêt. Or, les forêts jouent un rôle dans la régulation du climat. Ces forêts sont maintenues parce qu'il y a de l'eau. Aujourd'hui, s'il n'y a plus d'eau dans le bassin du Congo, ces forêts vont disparaître. Donc, il y a ce cycle-là, cet équilibre-là entre l'eau et les forêts. D'où si on ne gère pas bien les eaux, sur le plan sécuritaire, géopolitique, on ne fait pas attention, mais ça va basculer aussi de l'autre côté. D'accord. Alors, le forum a mis en avant pendant les assises 7 innovations. Je peux les citer rapidement pour vous permettre de nous expliquer même de manière succincte. Il y a un compteur d'eau intelligent qu'il faut mettre en place. Je ne sais pas si c'est déjà mis en place. Viera Bélier, bon, je ne comprends pas. Viera Bélier hydraulique. Et puis Hurling pompe hydraulique à turbine. Oyo, ce qui est ça, on a dit centrale hydraulique à installer sur la rivière Ubangi pour desservir Gemena et ses environs. Il y a aussi l'Iziba, donc pour pouvoir desservir le quartier Congelos. Et puis Kassai Monitor pour donner de l'eau Kassai, je ne sais pas. Comment faire pour valoriser toutes ces innovations? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage? Oui, ça, peut-être je dois apporter une précision par rapport à ça. Ce sont des innovations que les ministères de la recherche scientifique a apporté au niveau du forum. Ce n'est pas le forum qui a mis ça. Donc ça existe. Ça existe parce que ce sont des innovations que les ministères avaient enregistrées lors des conclaves et du forum du génie congolais. Si vous vous rappelez, la première année c'était le conclave et la deuxième année on a parlé du forum. Et d'ailleurs il y aura encore l'autre forum du génie congolais. Et c'est durant ces assises des conclaves et du forum du génie congolais que ces novateurs ont apporté
leurs innovations, ils ont été primés, enregistrés. Comme ce sont des innovations ayant trait à l'eau, c'est pour cela que le ministère a apporté, c'était la cellule de l'incubation qui a apporté ces innovations pour faire voir comment le ministère de la Recherche scientifique contribue dans l'émergence, dans la libération du potentiel des ressources en eau. Donc ce sont par exemple, on a parlé de compteurs intelligents où à partir de chez soi, avec son téléphone ou une télécommande, on peut contrôler les quantités d'eau consommées. On peut soi-même arrêter si on veut qu'on ne puisse pas continuer à utiliser. Donc, ce sont des innovations qui contribuent à libérer, comme on venait de le dire, et qu'il faut valoriser. Parce que, et là, ça reste au niveau de vous scientifiques. Hein. Non, les combien de mortels qu'on n'est pas encore, qui à partir de son téléphone peut gérer l'électricité, peut gérer l'eau, il peut gérer... On ne connaît pas encore. Non, ce sont des innovations qui sont prises en charge par les ministères de la recherche scientifique. Il y a le secteur de l'incubateur. Son rôle, c'est ces gens des innovations, ils vont suivre les innovateurs, les accompagner jusqu'à ce que les produits soient mis sur les marchés. Donc ils sont suivis et je pense que ce n'est plus pour longtemps, ce sont des produits qui seront déjà sur les marchés. Alors pour terminer avec les ministres qui étaient dans le forum, il dit donc là maintenant c'est pas le ministre, c'est les recteurs de l'université de Kinshasa qui a dit que l'eau c'est un miroir de l'avenir africain. Je ne sais pas comment vous pouvez expliquer ça. Le professeur Jean-Marie Kayembe, lors de son intervention, il a dit l'eau peut être considérée comme un miroir de l'avenir africain. Évidemment, quand le bassin du Congo est classé 2e, c'est un bassin africain. Et vous savez, les enjeux d'eau par rapport au climat, aujourd'hui, on est en train de chercher comment protéger les ressources en eau. Et je vous ai dit, dans des pays désertiques, par exemple, ils cherchent comment avoir de l'eau. Et les peu d'eau qu'on a, les eaux qu'on peut utiliser facilement, ce que nous appelons les eaux de surface, les eaux douces, il y en a très peu, moins de 3%, comparativement aux eaux salées, les océans et tout comme ça, qui pour utiliser, il faut un traitement qui est très drastique et coûteux. Donc, quand déjà l'Afrique a 50% d'eau, mais c'est un miroir, comme le recteur venait de le dire. Tout le monde va chercher à regarder, à voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait de ces eaux-là. Et c'est là où nous disons que le bassin du Congo peut être le moyen de refléter ce qu'est l'Afrique. Avec des données, si vraiment l'éveil se concrétise et que tous les pays africains du bassin du Congo se mettent ensemble pour apporter des données, et c'est là où j'ouvre une parenthèse à dire, le bassin est constitué de plusieurs pays. Il faudrait aussi une manière de gouvernance. Des mesures communes. Pour qu'on soit efficace, dynamique face aux autres. Si aujourd'hui, est-ce qu'au cours du forum, vous avez pu envisager des mesures de sécurité? Bien sûr. Bien sûr, il y a eu des thématiques. Il y a eu plusieurs thématiques développées, plusieurs sujets développés, entre autres la gouvernance des eaux du bassin du Congo, entre autres la gouvernance des eaux transfrontalières, comment ça doit se faire. Dans tous les pays, je vous ai dit, c'était vraiment un forum international, tous les pays membres du bassin du Congo étaient là, et les autres pays des partenaires étaient aussi là. Et je pense que l'eau est vraiment, comme les recteurs de l'université de Kinshasa l'a dit, un miroir. Un miroir. Alors, vous êtes directeur du centre de recherche en eau et environnement. Vous avez été là. Quelle est la part du centre
quelle est la contribution réelle du centre au cours de ce forum? Oui, le centre a participé via, évidemment, comme vous avez vu, notre ministre était là. Ouais. C'est lui qui a pratiquement qui a donné le coup d'envoi et qui a clôturé. Nous, notre centre, nous avons été dans la partie, personnellement, ouais. J'étais dans l'équipe scientifique, technique et scientifique. Ouais. Notre apport en tant que centre... Parce que vous gérez les eaux. Les eaux, évidemment. Et les connaissances, l'expertise, on doit la puiser chez vous. Ah oui. Ouais. Notre centre, comme je venais de le dire tout à l'heure, a eu à apporter son expertise dans plusieurs thématiques. Par exemple, il y a eu des sujets sur l'utilisation des recherches, des données sur la qualité des eaux, ouais. Des forages. Vous savez que c'est... Aujourd'hui, dans Kinshasa, presque dans toutes les communes, on parle toujours des forages. Ouais. Mais c'est quel type d'eau que ces forages nous offrent? Quelle est la qualité de ces eaux-là? Et c'est là où le centre de recherche en eau a apporté son expertise par ses interventions, parce que le centre a eu cette expertise via notre formation, où nous avons été formés comme experts en ressources en eau souterraines du changement climatique. Donc, par rapport à cette formation, nous avons apporté des données, des éclaircissements auprès des privés, par exemple. Il y a eu des responsables des sociétés de forage, où nous avons expliqué clairement que il ne suffit pas d'avoir des appareils, il ne suffit pas d'avoir une société pour aller forer, ouais. Dès que vous faites votre prospection et vous forez. Non. Il faut avoir des données scientifiques qui vous permettent de vous dire que à cet endroit, ouais. Vous allez atteindre la nappe qu'il faut, ouais. Pour apporter de l'eau potable, de l'eau qui servira à des usages domestiques. À des usages sans danger. Je donne toujours cet exemple. Quand vous allez à Kinkole, ouais. Par exemple, mais quand vous forez, c'est moins de 2 mètres, vous avez l'eau. Hein? Ouais. Est-ce que vous allez vous dire que vous avez atteint la nappe souterraine qu'il faut? C'est tout simplement parce qu'on est proche des rivières, on est proche du fleuve. Il y a des eaux qui, la nappe superficielle n'est pas profonde. En d'autres termes, parfois on sert des gens des eaux de surface et on croit qu'on est en train de servir des eaux souterraines. Alors, il faudrait... parce que justement, avec la régie des eaux, lorsque l'eau manque, je dis, il y a 2 semaines, au niveau de la commune de Kinshasa, les gens ont souffert. Oui. Et les gens recouraient aux eaux là, des forages. Des forages. Alors, quels sont les risques auxquels les ménages sont exposés lorsqu'on puise l'eau, on se lave, on consomme, on prépare avec ça, on nettoie les habits? Bon, je ne parlerai pas vraiment des risques d'une manière directe. Ouais. Les grands problèmes avec les eaux de forage, c'est quoi? Nous devons respecter les principes, les critériums, ouais. Pour forer. On ne fore pas n'importe où. Par exemple, quand vous voulez faire un forage, vous devez respecter les distances qu'il faut par rapport à des fosses septiques. Ouais. Or, quand vous allez dans nos parcelles, il y a de ces parcelles où j'ai eu à inventorier, c'est une parcelle de 10 mètres sur 10. Là-dedans, il y a des fosses septiques. Là-dedans, et il y a aussi, on a foré. Est-ce que la distance de plus de 10 mètres est respectée? Non. Donc, il y a un risque qu'un jour, les eaux des fosses septiques puissent contaminer les eaux du forage. Exactement. Et c'est pour cela que nous disons, le risque, ce n'est pas que nous refusons qu'on puisse faire des forages, mais qu'on puisse les respecter. Aller au ministère dans les normes. Dans les normes, il y a l'usage aussi de la, comment vous dites, chimiothérapie. Donc, le traitement de ces eaux, parce que avant, on considérait les eaux souterraines comme des eaux potables à 100%. Ouais. Mais aujourd'hui, avec l'utilisation des engrais chimiques, les ruissellements, l'infiltration des eaux de ruissellement, ouais. Qui ramènent tout ce qu'il y a sur la terre, vous avez des poubelles partout.
vous avez des industries qui déversent partout. Ah, mais les nappes phréatiques aussi sont contaminées. Et donc, il faut des analyses. Les CREI a joué son rôle. A joué son rôle en apportant ce genre d'informations. Donc, tous ceux qui ont des forages, je crois que cette fois-là, ils vont nous donner une eau un peu potable. Alors, comment l'eau, nous l'avons dit, comment peut-elle apporter un changement climatique, donc atténuer les changements climatiques? Oui, je pense que j'ai eu à les dire. Nous avons dit que les arbres, les forêts jouent un rôle dans la séquestration du carbone pour atténuer les climats. Mais on ne peut pas parler des forêts sans eau. Ouais. S'il n'y a pas d'eau, il y a sèchement, les forêts vont disparaître. C'est ces liens-là que nous faisons entre eau et forêt. Ouais. Vous voulez séquestrer le carbone, vous voulez conserver les forêts, conservez aussi l'eau. D'où la gestion durable des eaux pour que nos forêts aussi soient durablement protégées afin que nous puissions bien gérer aussi les climats. Voilà. Revenons aux recommandations parce que le temps est terminé. Quelles sont les grandes ou les recommandations phares que vous avez pu formuler au niveau du forum? Oui, il y a eu plusieurs recommandations. Parmi les recommandations est qu'il y ait vraiment une organisation qui prend en charge. Une organisation internationale. D'abord nationale et ensuite internationale. D'abord au Congo. Oui. En charge les ressources, les ressources en eau. Mais vous êtes évidemment, bon, nous sommes là pour apporter des données. Juste. Mais la gestion, la gouvernance, ça doit clairement être défini. Vous savez que, par exemple, la gestion des eaux, au niveau de notre pays, c'est réparti au moins dans 3 ministères. Et parfois, il y a l'environnement, il y a le chevauchement. Donc, ça doit être bien réglé. Quand vous allez, par exemple, en Égypte, ils ont ce qu'on appelle les ministères de l'eau. Et moi, ça m'a fait rire. Au moins, ils n'ont même pas d'eau, mais ils ont tout un ministère d'eau. Et nous qui avons beaucoup d'eau. Donc, ça doit vraiment être clairement être dit. Ouais. Et aussi, faire voir l'importance des différentes thématiques que nous avons eu à parler. Ouais. Comment les ressources en eau vont contribuer dans le développement durable, dans l'économie même de notre pays. Ouais. Toutes ces eaux que nous perdons lors des pluies, lors des inondations, qui vont causer du tort, qui vont détruire des maisons, des vies humaines. Mais si on savait les gérer, on ne peut pas utiliser ça pour l'irrigation. Je venais de parler tout à l'heure de l'irrigation et avoir des productions durant toute l'année. Est-ce qu'il existe une planification dans ce sens? C'est parmi les recommandations qui est des planifications dans ce sens et par rapport à la gestion des eaux de pluie par exemple. J'étais en Égypte une fois, je vis comment ils récupèrent les eaux de pluie pour ne pas causer de dégâts ailleurs. Quand les niveaux atteint les niveaux attendus, tout ce qui vient au-dessus, on les récupère pour les cheminer dans des endroits où ils peuvent bien les conserver. Donc, il y a eu plusieurs recommandations. Ouais. Comment aussi faire la gouvernance de ces données. Et donc, en bref, c'était un forum riche, que ce soit sur le plan national, que sur le plan international. Alors, pour terminer, quels sont les risques auxquels les eaux du bassin du Congo font face? Oui, il y a les risques, c'est... Vous avez parlé ici, vous avez parlé de la guerre des eaux. Oui. Mais comment faire pour contourner ces risques? Est-ce qu'on peut se limiter seulement à la bonne gouvernance ou à la mise en place d'une structure qui doit gérer, ou il y a d'autres... Il y a d'autres risques qui guettent les bassins du Congo. On a plus parlé de l'eau par rapport à sa quantité, mais il y a aussi l'aspect qualité. Toutes ces usines ou les industries qui déversent dans les fleuves,
Vous vous rappelez, je pense il y a pratiquement 3 ans ou 4 ans, on a eu cet accident du Kasaï. Ouais. On avait pollué Aujourd'hui, l'eau. ouais, aujourd'hui, même si la couleur a changé, vous ne savez pas ce qui s'est déposé dans les sédiments. Donc la pollution La des pollution, eaux c'est est considéré permanente. un risque énorme pour les eaux du bassin du Congo. D'où il faut vraiment qu'on puisse faire des études, qu'on puisse avoir des équipes qui font ce qu'on appelle le suivi, que ce soit du point de vue quantité, Ouais. que ce soit du point de vue aussi qualité. Et c'est là où nous appelons à la conscience de tout un chacun. Quand on va déverser, on a créé son usine, on a conçu, on va déverser dans les fleuves. Mais ce sont les mêmes eaux que vous allez encore tirer pour utiliser dans l'usine. Ouais. Effet boomerang. Alors, comme dans la ville de Kinshasa, toutes les toilettes ont leurs tuyaux orientés vers les rivières. Les fleuves et tout ça. Est-ce que vous avez pu analyser aussi cette situation et quelles sont les solutions apportées? Oui, ce sont des études menées. D'ailleurs, il y a une professeure Céline, que je cite, qui mène beaucoup d'études dans ce sens sur la vie de nos rivières. Et elle parle beaucoup de ces phénomènes. Et pourquoi la population déverse dans les rivières? C'est parce qu'il n'y a pas une autre alternative. Si aujourd'hui l'assainissement était vraiment établi d'une manière rigoureuse, on récupérait tout ce qu'il y a comme matière, les eaux usées, et on canalisait, on traitait, eh bien, la population n'allait pas déverser. Donc il faut vraiment une structuration sur l'assainissement. Et ça, si on réussit l'assainissement, quand on parle de l'assainissement, c'est vaste. On voit les eaux usées, on voit les matières fécales, donc tout ce qu'on a comme déchets et consorts. Voilà. Merci beaucoup, professeur Patience Ngeli Nkoto. Merci. Un dernier mot parce qu'on a fini. Oui, un dernier mot. Le forum a été une réussite pour les scientifiques. Nous espérons, et c'est un souhait ardent, que les données, les recommandations issues, si elles peuvent être utilisées à bon escient par les décideurs, ce n'est pas qu'on va résoudre totalement tout ce que nous avons comme problème, mais ça sera quand même un début des solutions. Voilà mon dernier mot. D'accord. Merci beaucoup, Madame Patience Ngeli Nkoto. Je rappelle que vous êtes professeur d'université et vous êtes directeur du Centre de recherche en eau et environnement, CREE. Et merci d'avoir accepté d'être avec nous et de partager vos connaissances avec les téléspectateurs de la RTNC2 Développement. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. D'autres opportunités, on pourra toujours faire appel à vous. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission de ce jour. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.